Parmi tous les amalgames et les préjugés que tu peux rencontrer, est-ce que tu aimerais qu'il y ait quelque chose en particulier que les gens comprennent et qu'est-ce que ces amalgames et ces préjugés peuvent provoquer ? Ça provoque une frustration dans le sens où le grand public, et pas que le grand public. Moi, je me rends compte aussi que parfois des professionnels ou des personnes, pas forcément des professionnels de la santé, mais des personnes qui sont dans des situations où ils devraient comprendre certaines choses, où ils pourraient être amenés à effectuer certains gestes en urgence, ne comprennent pas forcément ce qu'est le diabète, ne font pas du tout la différence entre le diabète de type 1 et le type 2. C'est frustrant et ça je le sais pour avoir maintenant, depuis que j'ai été diagnostiquée, j'ai effectivement plusieurs amis qui sont aussi diabétiques de type 1, des gens que j'ai rencontrés soit via des associations, soit via l'hôpital, soit des gens qui ont été comme moi diagnostiqués aussi plus tard, ce qui arrive de plus en plus souvent, parce que les gens aussi pensent que le diabète de type 1, c'est effectivement le diabète qui est diagnostiqué quand on est enfant, mais que ça n'arrive pas aux adultes, que les adultes qui sont diabétiques sont tous du type 2 et sont tous diagnostiqués ou sont tous atteints de diabète parce qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie. Donc ça, c'est le gros stéréotype qui est probablement le plus frustrant. C'est aussi difficile parce que les personnes atteintes de type 1 ne représentent que 10 à 15% de la population totale des diabétiques. Donc c'est vrai qu'on est dans la minorité aussi. Et que les gens pensent simplement que voilà, vous pouvez pas manger de sucre. Le nombre de fois qu'on se retrouve dans une situation où les gens disent mais est-ce que tu es certaine que tu peux manger ça parce que c'est du chocolat ou c'est du sucré, ou est-ce que tu peux manger autant de pain? J'ai envie de leur dire laissez-moi faire, j'ai une pompe à insuline, je gère, je calcule, ça me prend déjà assez de temps. Si en plus maintenant je dois aller toi t'expliquer tout ça et tenir compte de comment ça t'affecte, non. Est-ce que cette pompe à insuline que tu as aujourd'hui a profondément changé ta vie ? Oui, je pense que personnellement, la pompe que j'utilise est pour moi une grande aide. Je l'ai, pas celle-là, parce qu'évidemment, on ne la garde pas pendant 15 ans non plus, mais je pense que ça fait maintenant 9 ans que je suis passée sur pompe à insuline. Donc j'ai eu quasiment autant de temps sur des stylos et un glucomètre que de temps sur une pompe à insuline avec un CGM. Le fait de pouvoir voir en continu sur ma pompe le taux d'insuline active que j'ai, pour moi, c'était quelque chose de vraiment qui a changé les choses. Parce que par le passé, je prenais de l'insuline, je m'injectais de l'insuline, mais je n'avais pas de vue sur le temps que cette insuline était active. On parle de 3 heures, de 2 à 3 heures, mais j'avais aucun repère visuel. Alors que maintenant, je le sais. Je prends mon insuline, j'indique donc j'ai dû indiquer dans ma pompe via des curseurs le taux de glucides que je vais consommer, l'algorithme qui est revu régulièrement d'ailleurs avec l'équipe médicale, puisque j'ai un rendez-vous tous les 3 mois à l'hôpital, et donc là on regarde quels sont les résultats des dernières semaines ou des derniers mois. On fait des calculs, pas moi, mon infirmière, en l'occurrence sur la meilleure façon de gérer, et on adapte un petit peu les taux et les algorithmes. Mais effectivement, le fait de pouvoir voir qu'une heure et demie après le repas, j'ai encore X unités d'insuline active, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que notamment, je parlais d'activités sportives ou d'activités qui vont avoir une incidence sur la glycémie. Si je vois que j'ai encore pas mal d'insuline active et que je vois par exemple que la pompe et le moniteur m'indiquent que que ma glycémie est en train de descendre, je coupe ma pompe pour arrêter l'ajout d'insuline, comme je disais, cette microdose que je reçois de façon régulière,
pour justement pouvoir contrôler et éviter une hypoglycémie. Donc pour moi, ça a été une grande aide. Et je pense aussi que pour les... et là, c'est peut-être plus important, surtout pour les parents qui ont des enfants diabétiques de type 1 et qui ont cette angoisse et cette peur constante de ne pas pouvoir gérer une hypoglycémie, de ne pas savoir que son enfant a une hypoglycémie. À partir d'un certain âge, on peut s'exprimer, mais les tout petits qui ne savent pas s'exprimer ou qui ne savent pas exprimer ce qui leur arrive ou mettre les mots, je pense que les systèmes où effectivement il y a un CGM qui est lisible par les parents sans devoir réveiller l'enfant la nuit, par exemple, puisque ça c'est la grande hantise, je pense, de la majorité des parents d'enfants diabétiques de type 1, c'est de se rendre compte un jour qu'on n'a pas, que son enfant n'a pas passé la nuit. Malheureusement, ça arrive encore. Effectivement, ces genres de technologies-là, je pense, a fortement aidé les jeunes et leurs parents à mieux gérer le diabète et à rassurer la famille, mais pas juste la famille, parce que voilà, un enfant de 2 ans qui va à la crèche, il faut aussi informer l'entourage, ou quand les enfants vont chez les grands-parents, donc il y a tout un réseau de personnes qui est aussi impliquée. Et je pense que là, effectivement, utiliser les bons appareils, informer les gens sur l'utilisation des appareils, ça a été une grande aide, oui. Et est-ce que les médecins ou le personnel soignant a aussi évolué? Est-ce que le dossier électronique, par exemple, permet un meilleur suivi? Ben moi, en 18 ans, j'ai eu affaire à 4 diabétologues spécifiques, tous dans le même hôpital, et en l'occurrence des personnalités très très différentes. Là où je pense que, bon, en l'occurrence, à l'heure actuelle, je suis traitée par quelqu'un qui est chef d'un service, donc je me rends compte aussi que il n'est pas impliqué que dans les consultations de ces patients. C'est aussi quelqu'un qui fait de la recherche, qui fait énormément d'études cliniques, donc il a aussi cette autre casquette, et je trouve ça très bien, parce que je pense qu'il faut continuer à faire de la recherche clinique, il faut continuer à investir dans la recherche spécifiquement pour le diabète de type 1, parce que je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir à ce niveau-là. Mais au niveau de l'implication de l'équipe médicale, mon sentiment, c'est que oui, il y a un réel dialogue, parce que je me rends compte, ces derniers... Je pense que ça date en fait de la période juste avant la pandémie, où j'avais une infirmière fixe pendant tout un temps, et puis depuis la pandémie, l'hôpital où je suis traitée a je pense, recruté plusieurs infirmières, et donc il arrive sur une année que j'ai à faire, donc je disais j'ai au moins un contrôle tous les 3 mois, mais j'ai parfois, en fonction des périodes ou de mes besoins, un contrôle tous les mois ou toutes les 6 semaines avec l'infirmière. Et là, il y a énormément de temps et d'investissement, et je me rends compte que peu importe l'infirmière, en fait, elles sont toutes au fait de mon dossier, elles suivent toutes les informations. Il y a une très très bonne coordination avec mon diabétologue. Il est ouvert à la discussion avec moi, je peux lui poser toutes les questions que je veux. Il sait par exemple que je voyage beaucoup, que je poste pas mal de choses sur les réseaux sociaux, sur mes aventures par rapport à mon diabète. Il me pose la question, donc je me dis, bah voilà, même si je ne le vois que tous les 3 mois, il sait qui je suis. Et ça pour moi c'est important, mais aussi toute cette connexion avec l'équipe médicale est importante. Quand on a du diabète de type 1, on a normalement aussi accès à un numéro d'appel d'urgence 24 heures sur 24. Et donc, il y a un GSM qui circule au sein de l'équipe qui s'occupe des patients qui ont une pompe à insuline. Et donc, je sais qu'à tout moment, du jour ou de la nuit, je peux téléphoner. Je vais avoir quelqu'un qui sait comment fonctionne ma pompe à insuline, qui va pouvoir m'aider, qui va pouvoir me donner des conseils, qui va pouvoir me rassurer. Et ce qui est assez intéressant aussi ou rassurant, je dirais, à ce niveau-là, c'est que je peux avoir appelé, par exemple, un samedi à 23h30, et moi, je suis confuse en toutes mes excuses de déranger quelqu'un, et on me dit systématiquement « Non, il n'y a aucun souci, je suis là pour ça ». Et ce qui est
vraiment bien aussi, c'est que le lundi, je sais que je vais avoir un appel de quelqu'un de l'équipe parce qu'ils auront transmis l'information et quelqu'un va m'appeler le lundi pour vérifier si la situation est bien résolue, si tout s'est bien passé, si j'ai encore des questions. Évidemment, s'il y avait une réelle urgence, on m'aura donné des conseils qui sont peut-être d'aller aux urgences à l'hôpital ou on m'aura peut-être rappelé déjà le dimanche. Ce qui est bien aussi, c'est que grâce au dossier électronique, je sais voir les informations qui vont vers ma généraliste. Je sais que ma généraliste m'a déjà à plusieurs reprises parlé de certaines choses en disant « j'ai vu le dernier rapport, je vois que tes résultats vont bien, je vois que tu gères bien ». Donc, c'est rassurant de savoir qu'il y a toute une équipe. En l'occurrence, l'hôpital où je suis traitée pendant la période de Covid et et cette période où on ne pouvait pas aller consulter aussi facilement. Ils ont mis en place une page Facebook avec un groupe fermé pour les patients. Et là aussi, c'est fantastique de voir qu'une des infirmières dédie son temps sur son temps privé pour gérer cette page, pour répondre aux questions des patients, répondre aux inquiétudes des patients. C'est aussi, pour moi, une façon intéressante de partager notre quotidien, de partager nos appréhensions, de partager des conseils aussi, les expériences des uns et des autres par rapport à l'insuline qu'on utilise, par rapport à des plats qu'on aurait consommés, par rapport à son appareil, ou parfois quand quelqu'un dit « mon glucomètre ne fonctionne plus, qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai déjà vu des messages passer de gens qui disent « mais moi j'en ai encore un de rechange, j'en ai un deuxième, t'habites dans quel coin ?» Et les gens s'aident aussi. Et donc là, je me dis que ça, c'est vraiment quelque chose qui est rassurant pour les gens. Et je pense que c'est ça, les gens ont besoin d'être rassurés, de savoir qu'ils ne sont pas seuls, en fait, dans cette situation. As-tu l'impression qu'aujourd'hui, le patient est plus responsabilisé, plus impliqué, moins infantilisé ? Je pense que dans le cas spécifique du type 1, l'implication, elle doit être là dès le départ. Parce qu'à partir du moment où on a besoin d'insuline au quotidien, c'est une question de survie. Et donc, il faut impliquer le patient, il faut responsabiliser le patient, il faut que le patient sache qu'il est acteur et gestionnaire de sa vie et de son diabète. Et que si le patient ne fait pas ce qu'il a besoin de faire, c'est pas compliqué. On m'a déjà posé la question, pas à l'hôpital bien évidemment, mais des personnes dans mon entourage ou des personnes que je rencontre pour le travail ou des activités sociales qui me disent « mais qu'est-ce qui t'arriverait si tu décidais de ne pas prendre ton insuline pendant 2-3 jours ou est-ce que tu pourrais imaginer de partir en vacances et ne pas prendre ton insuline ?» C'est le cas dans certaines pathologies où on parle de congé thérapeutique où le médecin, qui évidemment sous conseil médical, autorise le patient à ne pas prendre une certaine médication pendant 1 semaine, voire 15 jours, si ça n'a pas d'impact drastique sur la pathologie ou la maladie. Mais dans le cas de l'insuline, c'est impensable. Je ne pourrais pas imaginer, et tout le monde dans mon entourage le sait, il est hors de question de partir 1 semaine et de ne pas prendre l'insuline parce que je ne survivrais pas. Donc ça, c'est un risque réel et du coup, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment responsabiliser les patients dès le départ. Et donc... Oui, non, c'est très très important à ce niveau-là. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui de l'implication familiale ? Est-ce que le corps médical, est-ce que la société globalement implique la famille dans les soins ? Je dois avouer que c'est une question intéressante à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Je sais par exemple que les différentes firmes pharmaceutiques qui produisent de l'insuline ont à disposition des documents ou des leaflets ou dans certains cas des revues pour expliquer à son entourage, pour impliquer l'entourage dans la gestion du diabète. La même chose vaut également pour les entreprises qui produisent les différents appareils utilisés par les diabétiques, plus particulièrement pour le type 1. Je dois vous avouer que personnellement, moi, j'ai pas vraiment eu recours à ça ou eu besoin de ça pour la bonne et simple raison que, comme je l'ai dit au départ, j'étais très ouverte avec tout le monde. Et voilà, je veux dire, un bon exemple, c'est sur tous mes profils de réseaux sociaux, je fais référence au fait que je suis pumping type 1 diabetic. Donc,
Voilà, pour moi c'est très très clair. Maintenant je suis consciente aussi, et je le vois notamment dans la salle d'attente. Quand je vais à la consultation à l'hôpital, je vois souvent, mais je pense que c'est peut-être plus des personnes qui sont plus âgées et qui vivent avec du type 2, où je vois des parents qui accompagnent des parents d'adultes, pas évidemment d'enfants, ou des conjoints qui accompagnent. C'est le cas de mon papa. Mon papa est diabétique de type 2. Ma mère l'accompagne à ces différentes consultations pour pouvoir suivre les explications que le médecin va lui donner, pour pouvoir suivre les éventuelles recommandations, pour s'assurer que mon papa a bien demandé toutes les prescriptions médicales qu'il a besoin. Mais ça, c'est plutôt lié peut-être plus à son âge. Mais je sais que certains hôpitaux mettent en place des initiatives ou des groupes, parfois de parole, notamment pour pouvoir partager les expériences. Et je pense que là, les associations de patients ont vraiment, ou les organisations de soutien ont vraiment un rôle à jouer. Et il y en a pour le type 1, il y a Hippo One and Friends qui est lié plus à l'hôpital ou dans la région de Leuven, qui est très très actif notamment sur l'encadrement familial, puisqu'ils ont aussi une approche très spécifique des enfants diabétiques de type 1. Mais l'association belge du diabète, la Diabetesliga ont aussi des initiatives et des outils pour essayer justement de soutenir les patients, que ce soit type 1 ou type 2, et informer l'entourage. Cela dit, il y aura toujours du travail à faire à ce niveau-là. Je pense qu'on est encore loin d'une reconnaissance complète de la complexité du diabète, ça c'est clair. On arrive lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien. Je voulais savoir si tu avais quelques conseils ou quelques ressources, quelques idées pour les diabétiques qui sont récemment diagnostiqués. Je dirais que un des conseils que je donnerais à quelqu'un qui a récemment été diagnostiqué avec un diabète de type 1, c'est parler à votre équipe médicale. Restez connecté, posez les questions. Il n'y a aucune question qui ne mérite pas d'être posée. Donc toutes les questions sont bonnes. De toute façon, on vous donnera des informations qui vous seront utiles à un moment ou à un autre. L'autre conseil que je donnerais, c'est soyez ouverts, ne vous cachez pas, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à être diabétique. On vit avec le diabète. On ne naît pas diabétique, on vit avec le diabète. Alors, faites de votre ouverture d'esprit un allié, parce que au plus on est ouvert, au mieux on sera accompagné par l'équipe médicale, par son entourage, parlez-en au travail, parlez-en à l'école. Et puis soyez attentifs à ce que vous consommez, apprenez à écouter votre corps, à comprendre les signaux qui doivent vous alerter, et puis soyez préparés. Et je dis, les canettes de coca et autres boîtes de jus de fruits dans tous les tiroirs, c'est pas innocent, ça m'a déjà sauvée à plusieurs reprises. Et puis surtout, n'ayez pas honte, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens. J'ai eu l'occasion récemment de participer justement à un événement organisé par le Belgian Diabetes Forum, où il y avait des professionnels de la santé, il y avait des représentants du monde politique, le ministre de la Santé était présent, et puis il y avait beaucoup de patients, et puis des aidants proches, des parents, des partenaires, des conjoints, des amis qui accompagnaient quelqu'un. Et j'ai entendu des histoires qui étaient très très touchantes de gens qui ont effectivement honte. Parce qu'ils doivent demander de l'aide, parce que tout ne leur est pas accessible non plus. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide, il n'y a pas de honte à demander à avoir accès à ce qu'on a besoin pour pouvoir gérer cette situation qui vous touche au quotidien. Alors comment vois-tu et espères-tu l'avenir ? Je pense qu'il faut continuer à investir dans la recherche clinique spécifiquement pour le diabète de type 1, parce que
on oublie parfois, on est en Belgique, on a accès, heureusement d'ailleurs, aux dernières thérapies, aux derniers gadgets, aux derniers appareils. Donc ça, c'est bien. Et ça, c'est très bien qu'on soit en Belgique et que les systèmes de santé nous permettent d'avoir accès à tout ça. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a célébré, il n'y a pas très longtemps, les 100 ans de l'insuline. Que pour les diabétiques de type 1, l'insuline reste encore le seul traitement efficace pour gérer son diabète. Il y a plus de 100 ans. Donc je pense que l'innovation, là, elle peut venir. Honnêtement, il est grand temps qu'il y ait quelque chose de plus significatif pour les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Je sais aussi qu'il y a de la recherche qui se fait à ce niveau-là et que les choses vont évoluer. J'espère que cette évolution arrivera rapidement et qu'on pourra un jour dire que le diabète est une histoire, ou le diabète de type 1 est une histoire ancienne. Alors, pour conclure, que peux-tu dire à un diabétique de type 1 ? Soyez ouverts et gardez l'espoir. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux médecins ? Soyez ouverts et donnez de l'espoir. Merci Belinda. Merci à vous.